va s'intéresser aux Russes qui sont sur le terrain, militaires ou membres de milices par exemple. Qu'il s'agisse des troupes de l'armée russe ou des hommes de Wagner, il semblerait bien qu'une reprise en main soit en train d'être mise en place de façon extrêmement radicale. On parlera de l'armée régulière dans un instant avec vous, Magali. D'abord, concentrons-nous sur la milice Wagner, ces repris de justice qui sont recrutés pour aller combattre. Et on ne peut pas dire, Florence O'Kelly, qu'on fait tout pour préserver la vie humaine. Effectivement, mais ce qu'on peut dire aussi, Bénédicte, et ça c'est un des enseignements du rapport ukrainien dont on va parler, c'est que cette stratégie s'avère payante et qu'elle fait des envieux. On parle donc d'un rapport qu'a consulté la chaîne américaine CNN, rapport rédigé par le renseignement ukrainien et qui montre l'inquiétude de Kiev face à ces tactiques de Wagner. Comprendre, ils auraient du mal à y faire face si jamais elle se généralisait. Alors cette stratégie, on l'a déjà entreaperçue, elle est visible sur des vidéos comme celle-ci, postée par un journaliste ukrainien sur YouTube. On y voit là un assaut assez stratégique à découvert de ces miliciens. Il date là du mois de novembre dans la région de Bakhmout, une source d'information précieuse, mais il y en a d'autres, bien sûr recueillies par le renseignement ukrainien. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que la milice Wagner lance l'assaut en 2 temps contre les positions des Ukrainiens. La première vague, c'est ce qu'on appelle depuis des mois la chair à canon, mais on en apprend beaucoup là dans ce rapport sur la tactique qui est véritablement mise en œuvre sur le terrain. Ils avancent par groupes mobiles. Une douzaine de miliciens, pas plus, voire moins. Ils sont équipés d'armes légères, voire de lance-roquettes. Et ils sont assistés également de drones qui sont considérés par les Ukrainiens comme un élément clé de cette stratégie. La surprise dans tout cela, c'est qu'ils ont aussi d'excellents moyens de communication. Vous reconnaissez peut-être cette marque. C'est l'équipementier américain Motorola. Grosse surprise notamment pour CNN qui a contacté l'entreprise. Motorola affirme avoir stoppé toute livraison de matériel à la Russie. Évidemment, ça fait désordre. Alors après ces premières unités, c'est là, Florence, qu'arrive la deuxième vague de Wagner. Absolument. Si cette première vague réussit à atteindre la ligne de front, la deuxième vague de miliciens se met à l'œuvre. Alors elle est mieux équipée, celle-là, et beaucoup mieux formée, bien sûr. Ce sont ceux-là qu'on envoie dans un deuxième temps, avec notamment des lunettes infrarouges, des lunettes de vision nocturne. Également, ils sont assistés également de l'artillerie, qui va également venir en soutien de ces premiers miliciens qui, eux, tentent pendant ce temps de conforter leur position en s'enterrant sous la ligne de front. Une stratégie qui provoque, bien sûr, on en parle régulièrement, de très lourdes pertes parce qu'elle est sans pitié. L'infanterie n'est pas autorisée à transporter les corps des blessés loin du champ de bataille car sa mission est de poursuivre l'assaut coûte que coûte donc, jusqu'à achèvement. Si l'assaut est un échec, alors là seulement, la retraite est autorisée de nuit. Le prix, ce sont donc de lourdes pertes humaines, essentiellement chez ces miliciens mal ou peu formés, ces anciens prisonniers qui constituent 80% de ces pertes. Une fois que l'assaut est lancé, donc, c'est un petit peu le succès ou la mort pour ceux qui étaient en première ligne. Les unités d'assaut ne peuvent pas se replier sans en avoir reçu l'ordre, nous dit toujours ce rapport du renseignement ukrainien. Un retrait non autorisé ou sans blessure peut être suivi d'une exécution sommaire sur place, la mort donc comme punition, ou bien des châtiments corporels. Les renseignements ukrainiens ont notamment interprété une communication. Un Russe y relate l'histoire d'un milicien qui avait tenté de se rendre aux Ukrainiens et qui a été émasculé par Wagner. Alors manifestement, Florence, cette stratégie s'avère payante, on le voit sur le terrain, et elle commencerait même à faire des émules dans l'armée régulière, des envieux en tout cas. Et oui, absolument. Le commandement de l'armée régulière russe commencerait à lorgner sérieusement vers ces stratégies qui s'avèrent payantes, notamment à Soledar. Et toujours selon ce rapport ukrainien, l'armée russe serait même déjà en train d'adapter sa stratégie pour se conformer à celle mise en œuvre par Wagner sur le terrain. Plus étonnant encore, des soldats russes préféraient intégrer Wagner. C'est ce que révèle une conversation téléphonique interceptée par le renseignement ukrainien. Wagner, c'est le paradis sur Terre. Ça vous donne une idée des conditions de combat dans l'armée régulière. Donc si je dois combattre, je préfère combattre avec eux, combattre avec ceux qui équipent leurs soldats, qui ont une stratégie compréhensible et qui remportent des batailles. Merci beaucoup Florence, qui remporte des batailles, mais en perdant effectivement beaucoup d'hommes. C'est extrêmement intéressant, on va pouvoir détailler tout cela, notamment avec vous, Walter Bruyère-Hostels. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire à Sciences Po Aix. Vous connaissez particulièrement bien ces groupes-là pour avoir travaillé dessus. Vous diriez qu'avec ce conflit, Wagner est devenu professionnel ou pas ?
Wagner, bonjour. Wagner a toujours été professionnel. Il faut rappeler que le groupe a été fondé par des anciens forces spéciales du GRU. On a beaucoup parlé ces derniers temps de cette chair à canon que vous avez évoquée à l'instant, des gens qu'on a été chercher en prison. Mais le groupe originel, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui sont des habitués à l'action de choc, qui sont inscrites dans cette culture héritée de l'armée soviétique. Et donc on retrouve ici, ces derniers jours, peut-être ces dernières semaines, cet équilibre entre les besoins de plus en plus importants en hommes qui expliquent la consommation d'anciens prisonniers, mais aussi ce qu'était le Wagner d'origine, c'est-à-dire des gens qui ont un réel savoir-faire dans des actions de choc. Ça veut dire que ces anciens prisonniers dont on parle beaucoup, ces repris de justice qu'on est allé chercher en prison, en fait, ils formeraient ceux que Florence nous décrivait comme étant la fameuse première ligne, quoi. Oui, très exactement. Oui. On est sur des combats qui sont très, très statiques et extrêmement durs pour s'emparer de localités. Le combat urbain, c'est quelque chose d'extrêmement rude. Par ailleurs, c'est quelque chose auquel Wagner est habitué. Ils avaient été engagés, par exemple, à Palmyre, quasiment en première ligne dans des combats extrêmement durs, là aussi, assez semblables, alors pas sur le plan climatique, évidemment, à ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, il y a sans doute toute une série d'adaptations qui résultent à la fois de l'histoire opérationnelle de Wagner et puis de retours d'expérience, évidemment, sur le théâtre ukrainien en tant que tel. Et sur l'opérationnel général, justement, là, je vous regardais pendant que Florence nous décrivait les lignes, etc. Ça vous semble de faire avancer la première ligne et puis ceux qui sont toujours vivants, ils vont aller s'enterrer sous la ligne de front? Enfin, d'abord, je n'adhère pas à cette notion de chair à canon, de groupe qu'on envoie se faire tuer, et si ça marche, tant mieux. Ah oui, ça, je n'adhère pas psychologiquement, je dirais, hein, sinon intellectuellement. De toute façon, pardon, du point de vue du droit international, c'est hors la loi, non ? D'envoyer ces gens sans protection aucune, en disant t'avances le plus que tu peux, et puis sans soutien, sans... Ce sont les Ukrainiens qui causent. Oui, non mais d'accord. Voilà. Je pense pas. De toute façon, si effectivement c'était le cas, je pense que Wagner n'aurait plus de force aujourd'hui. À force d'envoyer des gens se faire battre, ils seraient massacrés. Il n'y en aurait plus. Et les prisons ne seraient pas assez pleines pour compléter les effectifs. Bon, voilà. C'est pour ça que je dis que j'ai du mal à y adhérer. Maintenant, sur l'action tactique, la progression des groupes de combat, c'est une adaptation, je dirais, à la réalité du terrain, à la réalité de la zone urbaine. Ouais. Et c'est sans doute les enseignements des combats qu'il mène depuis des mois qui fait que le groupe Wagner travaille comme ça. Maintenant, ce qui serait intéressant de savoir, c'est exactement ce qu'il a comme équipement en première ligne. Qu'ils viennent saisir exactement, aller à la ligne des contacts pour s'emparer d'un point, c'est normal. Maintenant, dans quel cadre il fonctionne? Il travaille avec plusieurs groupes, plusieurs sections, plusieurs compagnies. Est-ce que ce sont des groupes qu'on envoie comme ça? Quel type d'armement? Alors bien sûr, la deuxième ligne, on a bien entendu. En disant en gros, les premiers, s'ils sont passés très bien. S'ils sont morts, c'est les deuxièmes qui passent. J'y crois pas. Je dis simplement maintenant, on nous manque d'éléments pour concrétiser exactement la tactique militaire qui était employée. Ça, je parle de tactique. Oui, maintenant, sur l'emploi des hommes, il est certain qu'avec les exemples que nous ont cités en deuxième partie des commentaires, oui, hein, l'aspect humain n'existe pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Celui qui n'est pas blessé et qui veut faire demi-tour, il est exécuté sur place. D'un autre côté, oui, deux choses. Il y a le blessé et celui qui recule. Celui qui est blessé, quand vous êtes dans l'action, d'accord, on peut avoir un premier sentiment de protéger son blessé, de le récupérer si on peut. Mais si on est au combat, les priorités ne sont pas là. Oui, la priorité, c'est de remplir la mission. Sûr, oui. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire marche arrière, là, par contre, on revient à la remarque que vous avez faite sur, je dirais, sur le droit de la guerre, les limites. Hein. On ne traite pas les soldats comme ça. On est dans l'ancien temps, je dirais, il y a très très longtemps. Voilà. Donc on a plusieurs problèmes ensemble, et c'est vrai qu'on manque un peu d'éléments pour vraiment avoir une idée. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est l'efficacité. Parce que tous les combats qu'on a à l'Est, sur le Donetsk, dans la région du Donetsk, montre bien que ces techniques de combat en zone urbaine a l'air de fonctionner, au point que ce que vous avez souligné, c'est que l'armée régulière commencera à s'inspirer de ces techniques tactiques et pas forcément humaines. On va regarder ça avec Magali dans une seconde. Juste une petite question avec vous, Olivier Sueur. Il me vient une question hier, on commentait les chiffres qui étaient donnés. Alors c'était, me semble-t-il, le renseignement norvégien qui donnait les chiffres des victimes et on disait à peu près 180 000 morts et blessés côté russe. Est-ce que dans ces chiffres-là, pardon, c'est peut-être un petit peu... terre à terre, mais est-ce que sont comptabilisés ces combattants-là? Parce qu'en fait, il nous disait qu'il se basait sur les numéros de primes qui sont envoyés aux familles des morts. On ne sait pas?
je n'ai aucun élément là-dessus. Et je pense que c'est très difficile d'avoir des éléments. Même le renseignement norvégien, par nature, voilà, c'est une évaluation à la louche. Ils ont évoqué le chiffre de 180 000 tués et blessés sans qu'on sache exactement faire la différence. Donc, ce n'est pas très précis. Après, ce qui est intéressant de noter, j'allais dire, c'est l'environnement de combat humain, psychologique, qui est important. C'est-à-dire que c'est quand même le retour aux unités de barrage de l'époque stalinienne. En 1941, c'était la même chose. Enfin, 41, 42, 43. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire, vos soldats de première ligne ne peuvent pas reculer parce que derrière, vous avez les unités de barrage du NKVD qui doivent leur tirer dessus et qui leur tirent dessus s'ils se replient. Donc c'est un peu ce même état d'esprit qui démontre bien aussi le caractère un peu absolu, du conflit en cours du côté russe. Alors justement, puisqu'on évoquait l'armée russe, vous restez avec nous, hein, Walter Bruyère-Hostel, si vous le pouvez, évidemment. Ça m'intéresse de vous entendre là-dessus aussi. Si cette armée russe n'était déjà pas un paradis sur Terre, hein, ça on l'a souvent dit, on se demande si le nouveau patron de l'opération spéciale, en l'occurrence le général Gerasimov, n'a pas déjà pris quelques idées à Wagner, Magali. Oui, c'est une grosse reprise en main disciplinaire. C'est Benoît Vitkine, le correspondant du Monde à Moscou, qui raconte. Le mois dernier, il y a un décret qui a été passé en Russie. Il a été publié assez discrètement. Ce décret prévoit d'installer des prisons militaires sur les bases et les lieux où se déploie l'armée. C'est du jamais vu en Russie depuis 20 ans. Des prisons qui pourront accueillir sans jugement des soldats accusés d'infractions graves à la discipline. Par exemple, vous refusez de combattre, c'est prison directe. Vous reculez de votre position, c'est prison directe, donc sans jugement. Quand on dit prison, alors n'imaginez pas des cellules avec des barreaux, hein, c'est bien plus sommaire que ça. Regardez ce que dit le journaliste du Monde. Le texte précise que ces lieux de détention devront être installés dans des conteneurs ou de simples camionnettes, mais pas dans des caves ou dans des trous dans le sol, sauf s'il s'agit de protéger des vies de soldats. Alors pourquoi il précise ce texte qu'il ne fallait pas que ce soit dans des caves? Parce qu'au cours de l'automne, on a su que des soldats russes avaient été entassés dans des souterrains durant plusieurs semaines. Donc ils ne veulent pas renouveler cette expérience. Ce décret-là prouve en fait que la Russie est en train d'engager son opération spéciale dans le temps long. Et donc maintenant, c'est terminé les discussions, les critiques, les écarts de conduite. Il faut absolument éviter les scènes auxquelles on a assisté durant la mobilisation du mois de septembre. Là encore, c'est Benoît Vitkine qui raconte. Cette mobilisation a donné lieu à des bagarres, à des morts par accident, à des beuveries sur des bases militaires et à de nombreux conflits entre mobilisés et officiers, le tout filmé par des milliers de téléphones. Vous vous souvenez effectivement de ces vidéos postées sur les réseaux sociaux où on les entendait, ces soldats critiquer le matériel, le manque de matériel, les fusils qui ne marchaient pas ou s'étaient rouillés, ou même critiquer leur base militaire, exemple celui-ci. Je refuse de passer plus de temps ici. Je suis venu ici pour la mère patrie, mais là, je refuse ces conditions. Regardez ce qui se passe ici. Personnellement, je rentre chez moi. Dans notre chambre, on n'a pas de lit, on n'a rien. Voilà, cette vidéo date du mois d'octobre. À l'époque, il y avait une certaine tolérance. Ils pouvaient critiquer. L'armée disait oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques manquements. Bon, ça, c'est terminé. Ce soldat-là, s'il le disait aujourd'hui, ça, c'était au mois d'octobre, ce serait prison directe. Il pourrait même risquer le fait de dire « je rentre chez moi », c'est 5 ans de prison ferme. Les peines sont en train de s'alourdir. Il y avait plutôt du sursis jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques semaines. Maintenant, c'est prison ferme, 5 à 10 ans de prison pour des soldats qui disent vouloir partir, quitter leur base. Il faut des hommes qui se battent, pas question qu'ils se dérobent, évidemment. C'est aussi l'efficacité de l'armée qui est en jeu dans les futures offensives qui sont en train d'être préparées. Vous avez parlé de Gerasimov, mais effectivement, dans cette reprise en main, il y a aussi un côté un peu plus anecdotique. Gerasimov, qui a été nommé il y a près de 2 semaines maintenant, a mis en place un nouveau règlement. Regardez. Donc maintenant, il faudra éviter la distribution d'uniformes disparates. Les militaires devront éviter d'utiliser des véhicules civils. L'utilisation de téléphones personnels sera strictement encadrée. Et puis, on est à l'armée, alors ce sera cheveux courts et barbe rasée pour tout le monde. Non, c'est intéressant, merci Magali, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur l'ambassadeur, vous? Parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup j'allais dire critiquer. En fait, on était extrêmement surpris tous au début de la guerre de voir effectivement ces militaires avec leur téléphone portable, qui avec un uniforme comme ci ou comme ça, l'autre qui combattait quasiment en chaussettes. Enfin, ça avait été vraiment extrêmement surprenant pour une armée dont on nous disait qu'elle était l'une des plus grandes armées du monde. En fait, on se dit, il serait temps, quasiment, ça va faire 1 an. Ça fait 11 mois aujourd'hui que cette opération a débuté.
J'avais eu un peu déjà ce sentiment au moment du Covid, où quand le pouvoir moscovite prenait des dispositions qui étaient obligatoires pour la population, il y avait beaucoup qui ne les respectaient pas. Si vous vous souvenez bien, la première fois où il y a eu un semblant de confinement, beaucoup de gens dans les grandes villes sont partis à la campagne, exactement comme en France ou en Europe. Autrement dit, les réflexes, même si c'est un pays qui, évidemment, depuis des années, en proie à un virage de plus en plus autoritaire, même si le pouvoir fait tout pour couper la population de l'Occident, malgré tout, il y avait des réflexes qui étaient assez proches des nôtres. Et même là, c'est presque des réflexes 68 arts, si je puis dire, cette façon de contester l'encadrement militaire. Il est évidemment clair que c'est insupportable pour le pouvoir, pour Poutine, pour Gerasimov, pour les autres, à un moment où on entre dans une phase beaucoup plus décisive du conflit. Et donc, on assiste cette fois-ci à l'éradication des réflexes de type européen pour en revenir à la matrice stalinienne. Ce que vous avez indiqué, c'est tout à fait ça. Alors, je ne sais pas si ce sont des réflexes staliniens, mais on a eu cette discussion sur ce plateau il y a quelques semaines, quand justement il y avait encore des vidéos de soldats qui contestaient les ordres, l'équipement, etc. Donc d'ailleurs, pardon de vous interrompre, on n'a jamais très bien su ce que ça représentait, parce que c'était peut-être des cas isolés. Rien ne prouve que c'était la règle générale. Vous avez parfaitement raison. Et donc, on avait cherché avec le général qui était à votre place, général, les peines auxquelles auraient été confrontés des soldats français victimes, enfin pas victimes, mais coupables d'insubordination ou de critique, etc. C'était à peu près les mêmes peines que celles que vous évoquez, entre 5 et 10 ans de prison. Ferme. Avec un procès. Avec un jugement. Avec un jugement. Voilà. Tout Là, à c'est fait. sans procès. C'est une petite différence. Sans procès dans un conteneur. Bon. Nous aussi, on a fusillé des soldats qui... La mutinerie en 17, oui, bien sûr.